Ok, nous reprenons la série statistique que nous étudions à la vidéo précédente et qui parlait de la répartition des étudiants d'un IUT suivant le département dans lequel ils étaient inscrits. Nous avons par exemple ici 213 étudiants qui sont inscrits en informatique, 270 étudiants inscrits en technique de commercialisation, 385 étudiants en carrière sociale, 612 étudiants en en gestion des entreprises et administration. Voilà, ce qui représente 612 étudiants qui représentent 24,48% du total des étudiants. Alors là, nous avons la série sous forme de tableau. Pour que ce soit plus parlant, on peut vouloir la représenter sous forme de diagramme. Alors, nous avons ici une série qualitative, dont les valeurs sont des noms de départements et pas des nombres. Quel diagramme peut-on faire traditionnellement avec une série qualitative? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer le diagramme en bâton, qu'on appelle aussi diagramme en tuyau d'orgue, et le diagramme circulaire. Alors, le diagramme en bâton consiste à faire donc des bâtons qui sont d'autant plus grands qu'il y a plus d'étudiants dans chaque département. Donc voilà, je vais tout simplement vous le tracer et je vous invite à mettre la pause et à essayer de le recopier. Mais je vais vous donner tous les éléments auxquels il faut faire bien attention lorsqu'on fait un diagramme en bâton ou un diagramme en tuyau d'orgue. Voici à quoi ressemble un diagramme en bâton ou en tuyau d'orgue. Alors vous voyez par exemple que comme il y a plus d'étudiants en GEA qu'en carrière sociale, le bâton GEA est plus grand que le bâton carrière sociale. Et donc il y a une graduation ici sur ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, qui nous permet de mesurer à peu près le nombre d'étudiants qu'il y a dans chaque département en regardant le diagramme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre diagramme soit lisible? Quand vous faites un diagramme d'une série statistique, il doit absolument être lisible et compréhensible, c'est-à-dire qu'on doit tout comprendre de la population que vous étudiez sans voir autre chose, sans voir quoi que ce soit d'autre que le diagramme. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir votre diagramme pour être compréhensible? Il doit avoir un titre. Donc, vous ne faites pas de diagramme sans lui donner un titre général que j'ai ici. Le titre que j'ai donné, c'est répartition des étudiants par département. Un diagramme en bâton, ça a deux axes. L'axe des abscisses dans lequel on met les valeurs, donc les noms des départements, comme c'est qualitatif, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, et l'axe des ordonnées dans lequel il y a les effectifs, qui doit donc être correctement gradué. D'accord? Chaque axe doit avoir un titre, donc là, qui explique ce que c'est. Donc là, sur l'axe des abscisses, j'ai les départements d'inscription, donc j'écris ici département, pour indiquer quel est le titre de mon axe des abscisses. De même, l'axe des ordonnées compte le nombre d'étudiants dans chaque département, donc dans mon axe des ordonnées, je lui ai donné le titre nombre d'étudiants. Voilà, donc un titre général au diagramme et les axes qui sont gradués et avec des titres. D'accord? Cet axe des effectifs est numérique, il doit être correctement gradué avec des espaces qui respectent les grandeurs que vous avez. Par exemple, si entre 0 et 100 vous avez 1 cm, ça veut dire que 1 cm représente 100 étudiants, et donc vous êtes obligé de faire 1 cm pour 100 étudiants jusqu'en haut du graphique. D'accord? Sinon, les proportions ne seront pas respectées et votre graphique sera faussé. Bon, il y a des diagrammes un peu plus complexes où on peut adopter des échelles logarithmiques ou des échelles exponentielles, mais nous n'en parlerons pas ici. D'accord? Donc bien respecter la graduation des axes lorsque les axes ont des nombres. Donc là, j'ai fait les bâtons de différentes couleurs. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire des bâtons de différentes couleurs. Ça, c'est juste pour la lisibilité, pour l'esthétique. Si vous voulez faire tous les bâtons de la même couleur, il n'y a aucun problème. Vous voyez bien que votre diagramme sera tout aussi lisible et tout aussi compréhensible. Je vous explique dans une vidéo séparée que je mets dans les ressources, comment on fait ce diagramme en bâton au tableur. C'est extrêmement facile. Donc voilà pour le diagramme en bâton qui représente les effectifs des étudiants dans chaque département. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour qu'il soit encore plus parlant, vous voyez, en carrière sociale, on a 385 étudiants.
on ne voit pas bien. Là, ici, si le bâton monte jusqu'à 385 ou s'il monte jusqu'à 390, là, on n'est pas capable de voir que c'est 385. Ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait ici, c'est mettre des étiquettes de données. C'est-à-dire écrire à l'intérieur du bâton, si vous le faites un peu épais, combien ça fait exactement. Et ainsi, vous aurez vraiment tous les renseignements. Par exemple, ici, alors j'écris pas bien du tout et j'écris gros, mais c'est pas grave. Ici, à l'intérieur du bâton, je pourrais écrire 385, hein, voilà, et puis à l'intérieur du bâton d'après, écrire 612, ici, voilà, c'est ce qu'on appelle des étiquettes de données. J'aurais pas dû prendre du rouge pour le 612 parce qu'on ne le voit pas bien, donc je vais changer un petit peu, je vais prendre peut-être du bleu là, ici, on ne voit pas mieux, ça fait rien, mais 612, voilà, de manière à ce qu'on puisse lire exactement les valeurs sur le diagramme. Ça rendra votre diagramme en bâton encore plus parlant. Je ne le fais pas pour la suite, mais vous avez compris. Donc si le bâton est trop petit, vous pouvez le mettre juste au-dessus du bâton. D'accord, l'étiquette de données. Alors voilà pour le diagramme en bâton. Alors quels sont les inconvénients du diagramme en bâton? Regardez ici dans le tableau la colonne GEA. La colonne GEA, vous voyez, vous avez 24,48% des étudiants qui sont inscrits en GEA. 24,48, c'est presque 25%, c'est presque le quart des étudiants. Donc en GEA, on a pratiquement le quart des étudiants. Et ça, on ne le voit pas bien sur le diagramme en bâton. On voit qu'en GEA, il y a plus d'étudiants que dans les autres départements, mais on ne voit pas bien que c'est le quart. Alors, nous avons, comme on va imaginer une autre sorte de diagramme, où on va bien voir que les étudiants de GEA représentent à peu près le quart des étudiants de l'IUT. Et cet autre diagramme, c'est donc un diagramme qui va mieux représenter les proportions, les fréquences que les effectifs. D'accord? C'est ce que l'on appelle le diagramme circulaire. C'est tout simplement l'idée de faire un cercle et de répartir ce cercle en différents secteurs comme on couperait un gâteau, mais bien évidemment de faire des parts de gâteau plus grandes pour ceux qui ont les effectifs plus grands. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire? Un cercle, en fait, c'est un tour complet. Un tour complet, si on parle en termes de mesure d'angle, combien de degrés ça fait un tour complet? Dans un tour complet, on a 360 degrés. Donc on a 360 degrés en tout à répartir dans nos 6 départements d'inscription des étudiants. Donc on va se demander, pour respecter les proportions d'étudiants, combien de degrés on va donner à carrière sociale, combien de degrés on va donner à GEA, combien de degrés on va donner à GE2I, et donc on va répartir tout notre cercle en coupant des parts suivant des angles qui vont respecter les proportions. Et les angles se rapportant au tour complet de 360 degrés, eh bien nous pouvons très bien calculer 15,4%, par exemple, la fréquence de 15,4%, combien de degrés ça représente sur les 360. C'est tout simplement 15,4% de 360 degrés. Donc pour trouver les angles, nous allons appliquer nos fréquences à 360 degrés qui représentent un tour complet. Par exemple, 15,4%, évidemment, je le remets sous forme décimale, c'est 0,154 fois 360 pour appliquer le pourcentage à 360 degrés, et ça me donne 55,44 degrés. Donc, pour carrière sociale, je devrais faire un angle de 55,44 degrés. Donc, je dessine mon cercle, je fais un premier rayon à mon cercle qui va représenter mon point de départ, et à partir de ce rayon, je fais au rapporteur, si je travaille sur papier, je fais au rapporteur un angle de 55,44 degrés. Alors les dixièmes de degré ne sont pas très lisibles au rapporteur, donc on fait environ 55-56 degrés, et on va dire que cet angle-là, ce secteur-là que nous aurons délimité, va représenter le département carrière sociale. Et on va donc faire exactement la même chose sur tous les autres départements. 24,48% des étudiants sont inscrits en GEA, donc 24,48% de 360 degrés, donc 0,2448 fois 360, ça va nous donner un angle de 88,128 degrés. 88,128, c'est presque 90 degrés, donc c'est presque un angle droit, c'est presque un quart de cercle, donc on verra bien sur notre diagramme circulaire que c'est presque le quart des étudiants. Je répète ce calcul pour tous les autres départements, donc 22,12 degrés, 22,12
0,12%, 0,2212 fois 360, ça nous donne 79 et quelques degrés. Pour le département GIM, nous allons avoir de la même manière 67,248 degrés. Pour le département informatique, de la même manière 30,672 degrés. Et pour technique de commercialisation, là j'ai le choix. Soit je me dis c'est ce qui reste, donc ce sera la dernière part de mon cercle, soit je veux vérifier, je calcule l'angle pour vérifier sur le diagramme que ça correspond bien à ce qui reste. On doit avoir 38,88 degrés. D'accord ? Et de là, je dessine mon diagramme circulaire, je dessine mon cercle, je dessine mon premier rayon, et à partir de ce rayon, je fais tous les angles. Et voilà, j'obtiens donc ainsi mon diagramme circulaire. Voilà, donc j'ai choisi ici de faire mon premier rayon vertical, et d'aller donc vers la droite, carrière sociale, GEA, GE2I, et là on voit bien que carrière sociale c'est pratiquement un quart de cercle, donc on voit bien qu'on a à peu près le quart des étudiants. Et là vous voyez, pour que ce soit plus lisible, bien évidemment, quels sont les réflexes à avoir? Je donne un titre à mon diagramme. Il faut toujours donner un titre général à son diagramme, et là, comme nous avons des secteurs qui se touchent, nous devons mettre un code couleur pour bien différencier les secteurs, pour bien voir quand un secteur se termine et quand le suivant commence. Donc là, je vous conseille vraiment de remettre des couleurs. Là, je les ai mis que pour l'esthétique, pour le diagramme en bâton, mais ça n'était pas obligatoire. Et soit vous avez la place et vous écrivez à l'intérieur de chaque secteur à quel département il correspond, soit vous faites une légende par couleur à la droite de votre diagramme circulaire, et vous pouvez même inscrire les pourcentages à l'intérieur, de manière à ce que ce soit beaucoup plus lisible, parce que si je regarde par exemple technique de commercialisation ici, ça fait à peu près 11%, c'est l'arrondi de 10,8% qu'on avait dans le tableau. Bon, ça ne se voit pas que c'est 11%, rien qu'en regardant ce diagramme. Si vous inscrivez les pourcentages à l'intérieur des secteurs, on pourra lire votre diagramme beaucoup plus précisément. Donc voilà comment on réalise un diagramme circulaire qui représente bien les fréquences et un diagramme en bâton qui représente bien les effectifs pour représenter une série qualitative. Vous avez aussi d'autres diagrammes, vous en avez plein d'autres. Vous avez, je vais juste les citer sans détailler, diagramme en toile d'araignée, le diagramme en bande, et vous en avez pas mal d'autres. Vous pouvez aller voir sur votre tableur par exemple, plein de types de diagrammes dont pas mal peuvent correspondre à des séries qualitatives. Donc voilà ces deux-là qui sont les deux principaux. Au lieu de faire un diagramme circulaire, vous pouvez faire un diagramme semi-circulaire en demi-cercle et qui correspondrait cette fois à un angle total de 180 degrés au lieu de 360 degrés. Donc vous avez plein de solutions et vous pouvez choisir celle qui vous est la plus adaptée pour représenter les données d'une série qualitative sous forme de diagramme plutôt que sous forme de tableau.